je vais parler effectivement de l'arthrose. Alors Pierre Noël dit, ici on est dans une association scientifique. Alors je vais faire un petit point, c'est de dire qu'il y a deux sortes de sciences, Pierre Noël. Il y a les sciences dures, dont tu es un des représentants, et il y a les sciences molles, dont je suis un également des représentants. Et la différence entre une science dure et une science molle, c'est que la science dure, quand tu fais par exemple acide plus base, ça va toujours donner du sel et de l'eau. Et ben nous, quand on a un patient qui a une douleur, quand on va lui donner un médicament, quand on va faire des examens complémentaires, il n'y aura pas toujours le même résultat. Et c'est ça la différence. Donc il faut qu'on a une base scientifique, tu le sais, et à partir de cette base scientifique, il faut qu'on adapte par rapport à l'humain. Et quand on est avec un être humain en face de soi, ben, on sait très bien que peut-être qu'au bout d'un certain temps, tu me connais un petit peu, il va y avoir des intuitions, ce que certains vont appeler l'expérience, mais c'est ça qui fait aussi la beauté de notre métier. Voilà, donc je vais commencer sur l'arthrose, qui est quand même une pathologie assez fréquente, puisque c'est la deuxième pathologie la plus fréquente après les maladies cardiovasculaires. Ça touche presque 8% de la population, donc ça fait quand même près de 5 millions et quelques en France, ce qui n'est pas rien. C'est difficile de savoir combien il y en a exactement, puisqu'il n'y a pas de parallélisme. Ce que je venais de dire tout à l'heure à Pierre Noël, il n'y a pas de parallélisme entre les images et les douleurs. Donc soit on se base sur les images et on va avoir une incidence, soit on se base sur la clinique et on va avoir une autre incidence. Donc quand on essaye de faire l'ensemble des deux, c'est compliqué, puisqu'en médecine aussi, il faut que ça soit scientifique. Donc dès qu'on essaye de faire quelque chose, on se heurte à la douleur, qui est quelque chose dit de subjectif, puisque ça ne se voit pas sur la tête des gens. Alors c'est vrai qu'on sait que l'arthrose augmente avec l'âge. Il y a des déterminants. Il y a, on va dire, un déterminant génétique, c'est une susceptibilité de fragilité du cartilage au départ. Et il y a également, en fonction de la pression qu'il peut y avoir sur certains endroits du cartilage. Donc on va y revenir évidemment tout à l'heure, mais c'est pour dire qu'il y a deux grands déterminants. Alors les localisations les plus fréquentes, il y a bien entendu le genou, avec la gonarthrose. Alors ce chiffre, c'est un peu particulier, je vais l'utiliser de temps en temps. C'est l'incidence, c'est le nombre de patients qui vont être touchés par an sur un nombre de populations. Donc on va prendre là, c'est 100 000 habitants. Donc il y a 240 pour 100 000 habitants qui ont chaque année de nouveaux patients qui arrivent dans la gonarthrose. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'important. Les doigts, c'est 100 000 et la hanche, c'est 80 000. Alors pour le rachis lombaire, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, on est près de 60% des gens, là on n'est plus des patients, on est des habitants de notre pays qui vont souffrir dans leur vie d'une douleur du dos. Donc cette douleur du dos, elle peut être due à l'arthrose, elle peut être due à autre chose, mais là encore, pas de parallélisme entre les images et la clinique, donc c'est compliqué. Et on ne sait que 15% des lombalgies, on essaie de retrouver l'étiologie, c'est-à-dire la cause de 15% des lombalgies, ce qui n'est pas beaucoup par rapport au nombre de gens qui peuvent en souffrir. Mais on sait quand même qu'il y a une pathologie au départ, qui est la pathologie discale. Donc on verra tout à l'heure ce que c'est que le disque intervertébral, qui quand il est pathologique va entraîner de l'arthrose. Alors en France, vous voyez que c'est un problème majeur, puisque c'est à peu près 10 milliards d'euros par an le coût rien que des lombalgies. Là, je parle que des lombalgies, avec les arrêts de travail, avec les coûts directs et indirects. Indirect, c'est par exemple la rééducation. Direct, c'est les consultations. Et ce sont par exemple la radiographie, l'IRM et tous les examens complémentaires. Alors, une articulation normale. Bon, là, j'ai mis un petit texte, c'est pour dire qu'évidemment, ça sert à la mobilité entre deux os. Évidemment, il y a le cartilage qui est la partie importante, et puis le glissement de ces cartilages, normalement, il y a un frottement qui est très faible, mais quand c'est pas assez faible, quand c'est trop important, ce frottement, il y a un peu de liquide qui va venir, qui est le liquide synovial, qui est riche en lubrifiant. Ensuite, autour, il y a donc la capsule qui va être autour, je ne sais pas si j'avais marqué, oui c'est ça, et il y a la membrane synoviale qui est juste à l'intérieur. Alors ce que c'est la capsule, c'est un peu comme une voiture avec la rotule. Quand vous voyez les rotules, ce sont des zones qui sont entièrement étanches, dans lesquelles on met la graisse ou l'huile, et ça permet de lubrifier. Donc la capsule, elle entoure entièrement l'articulation. Donc avec un dessin, ça sera plus facile.
Donc ça, c'est un dessin qui montre une articulation quelconque, c'est une articulation complètement lambda. Donc là, vous avez la capsule qui est à l'intérieur, qui détermine la cavité articulaire. Et là, ce que vous avez un petit peu entre le jaune qui est l'os et la partie un peu violette, il y a une zone qui est le cartilage. Ça, c'est le cartilage. Le tissu synovial, c'est celui qui sécrète le liquide synovial. Et ça, c'est quand l'articulation est normale. Et autour, on va avoir des ligaments, puis des muscles et des tendons qui vont permettre, quand vous allez actionner, par exemple, les muscles de la flexion du genou, ben, le genou va fléchir. C'est parce qu'il est relié à une des deux parties de l'articulation. Enfin, c'est un des deux os de l'articulation. Ça, c'est quand c'est normal. Alors, l'arthrose en pratique. Je vais essayer de vous dire déjà ce que c'est que l'arthrose. C'est une maladie. On dit la maladie arthrosique parce que c'est une maladie du cartilage et elle n'est pas simplement sur une articulation. Souvent, quand on a de l'arthrose, ça commence assez souvent par les doigts, surtout chez vous les femmes, mesdames. C'est plus fréquent. Et après, ça peut aller, c'est prédictif, on dit que c'est prédictif de d'autres atteintes articulaires comme les genoux, les hanches. Donc souvent, c'est avec les doigts. Ne vous inquiétez pas, les hommes ont aussi leur... moi, j'ai aussi de l'arthrose des doigts. Donc je voudrais surtout vous dire que dans l'arthrose, c'est vraiment le cartilage, puis l'os qui est en dessous qui est malade, alors que dans l'arthrite, c'est le tissu synovial qui est malade. Par exemple, dans une polyarthrite rhumatoïde, le tissu synovial se comporte quasiment comme une tumeur. Il va faire de la gonflette et au bout d'un certain temps, il va sécréter des substances pour aller trouver de la place. Donc il va aller manger l'os qui est en dessous. Et une fois qu'il va manger l'os qui est en dessous, il va trouver de la place, il est content, le tissu synovial. Donc c'est le tissu synovial qui est malade au départ dans l'arthrite et dans l'arthrose, c'est le cartilage et l'os qu'il y a juste en dessous, celui qu'on avait vu tout à l'heure qui était un petit peu en jaune. On reverra le dessin. Mais ce qui est compliqué, c'est que quand vous allez sur Internet, vous allez avoir des traductions de l'anglais en français. Et en anglais, arthrose se dit osteoarthritis, ou même arthritis. Et le mot arthrite se dit arthritis. Mais on dit rheumatoid arthritis pour dire une polyarthrite rhumatoïde, mais quand on dit arthritis tout seul, souvent, il parle plutôt, chez les anglo-saxons, de l'arthrose. Donc c'est pour ça que c'est important, parce que quand vous voyez sur Internet, on ne fait pas le distinguo entre les deux. C'est assez compliqué. Tandis que nous, c'est arthrite. C'est le tissu synovial, arthrose, c'est un peu dégénérescence, c'est le cartilage. Alors avec un schéma, ça va être plus facile. Donc là, on voit au début de l'arthrose. Vous vous rappelez que tout à l'heure, quand il y avait le cartilage qui était normal, il était tout lisse. Et là, vous voyez qu'il y a des creux, il y a des petits morceaux qui vont se détacher. Il y a toujours la capsule avec à l'intérieur en bleu le tissu synovial. Vous voyez que comme le cartilage, il se pince, enfin il va se rétrécir, les deux os vont se rapprocher. Ça, c'est toujours assez compliqué à comprendre. Quand vous faites une radiographie, il y a du calcium dans l'os. Et le calcium arrête les rayons X. Comme il arrête les rayons X, il va y avoir, par exemple, la partie osseuse va être en noir. Et au niveau du cartilage, il n'y a pas de calcium. Donc les rayons X ne sont pas arrêtés. Et ça va devenir blanc. Donc la zone transparente qu'on voit entre les deux os, ça sera le cartilage. Donc quand on va voir les deux os qui se rapprochent, c'est que le cartilage est abîmé. Et vous voyez qu'à la fin, quand l'arthrose est très évoluée, il n'y a quasiment plus de cartilage. Il y a des trous dans l'os qui sont là, par exemple. Il y a des fissures. Là, il y a des zones... Ça appuie tellement sur l'os que ça fabrique de l'os. Et ce sont ces fameux becs de perroquet, comme on dit dans le monde populaire, que nous, on appelle des ostéophytes. Si bien que l'os est totalement déformé. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on a une arthrite, au bout d'un certain temps, quand ce tissu synovial qui a fait de la gonflette, qui a mangé l'os, eh ben, le cartilage va être mangé aussi, les deux os vont se rapprocher pareil, et il va y avoir au bout d'un certain temps de l'os contre de l'os, et l'os contre de l'os fabrique de l'os. C'est-à-dire que, en gros, peut-être qu'un jour, il faudra que je vienne faire un truc sur l'ostéoporose. C'est le contraire. Quand vous avez de l'os qui est en pression, c'est le seul moyen de fabriquer de l'os. Et quand vous êtes en apesanteur, vous ne fabriquez plus d'os parce qu'il n'y a plus de pression de l'os sur lui-même. Donc les premiers astronautes, quand ils revenaient sur Terre, ils n'avaient plus d'os parce qu'il n'y avait pas de pression de l'os sur lui-même. Donc c'est vraiment le vrai stimulant de la construction osseuse,
c'est la pression. Et quand vous avez une fracture et qu'on vous dit qu'il ne faut pas appuyer dessus, vous allez avoir une déminéralisation parce qu'il n'y a pas assez de fabrication d'os. Alors le cartilage, il est formé par une espèce de matrice. Vous avez déjà vu comment c'est le cartilage, c'est la même chose que le cartilage du poulet, c'est une matrice. Cette matrice, elle est faite avec des protéoglycanes. Moi, je les appelle peigne à poux. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et dans ces peignes à poux, vous savez que quand vous avez eu vos enfants qui ont des poux, vous allez mettre le peigne, vous allez retirer les poux, mais s'il y a de l'eau, vous voyez que ça retient l'eau. Quand vous les lavez, vous voyez que c'est difficile, il va falloir les bouger beaucoup pour pouvoir enlever l'eau. Donc, les protéoglycanes, ce sont des peignes à poux qui vont retenir l'eau dans le cartilage. Et quand ça retient l'eau dans le cartilage, c'est bien. Et en plus, il va y avoir une espèce de colle. C'est les adhésines, ça vient de adhésion, qui va donner à l'ensemble une cohérence, une cohésion. Et quand vous allez avoir des premiers peignes à poux qui vont casser, les branches du peigne à poux qui vont casser, ben ça va faire que l'eau va partir. Et quand l'eau va partir, cette matrice, ce cartilage, va se dessécher. Et quand il se dessèche, c'est le début de la fin, c'est le début de l'arthrose. Donc vous allez voir, j'ai fait juste une photo sur Internet avec un vrai peigne à poux qui est au-dessus, vous l'aurez reconnu, et en dessous, vous ne le connaissiez peut-être pas encore, mais c'est des protéoglycanes, c'est exactement la même chose. Donc il y a des protéoglycanes, il y a des glycoaminoglycanes qu'on appelle des GAG, et puis après il va y avoir des constituants du cartilage qui vont dessus. Et tout ça, ça retient l'eau. Et quand il va y avoir des traumatismes, quand il va y avoir une pression trop importante sur le cartilage, au bout d'un certain temps, eh ben, ces peignes à poux, ils vont casser, ils vont libérer leur eau, ça va faire qu'il va y avoir un pincement, il va y avoir des fissures dans le cartilage, et ça va donner de l'arthrose. Alors là, c'est vraiment presque une diapositive scientifique, c'était juste pour Pierre Noël, pour qu'il soit content. Donc il y a un déséquilibre entre la synthèse, c'est-à-dire la construction, et la dégradation. Donc les lésions cartilagineuses, je vous ai dit, il commence à y avoir des fissures, ça va entraîner une destruction de la matrice, donc du cartilage, il va y avoir une sécrétion d'enzymes. Les enzymes, c'est les éboueurs qui viennent essayer de nettoyer tout ça, mais en essayant de nettoyer tout ça, eh ben, ils vont laisser des traces. Vous vous rappelez les petits morceaux de bleu qu'on voyait tout à l'heure dans le cartilage qui se décrochent, qui vont dans la cavité articulaire, ça va entraîner des frottements. Et ces frottements, plus ça augmente la température. Et quand ça augmente la température, à l'intérieur de la capsule, le tissu synovial, vous suivez à peu près ? Donc le tissu synovial va sécréter, il va devenir turgescent. Alors je vais mettre le bon. Au départ, c'est comme ça. Et puis ça devient turgescent. Il va y avoir des trous. Et par ces petits trous va passer le liquide synovial. Et le liquide synovial, il contient de l'acide hyaluronique. Et cet acide hyaluronique, c'est un lubrifiant. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Cette sécrétion de liquide synovial va faire que ça va faire diminuer les frottements, malheureusement, s'il n'y a pas de réparation, et c'est le cas. Pourquoi ? Parce que le cartilage n'est pas vascularisé. Le cartilage, il n'a rien. Il n'est pas vascularisé. Il se fait que par la pression de proche en proche de l'os. Il va y avoir un petit peu d'eau qui va venir, mais il est très peu innervé, très peu. Le cartilage ne fait pas mal. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de nerfs. Donc le cartilage, il ne va pas se réparer, et ça s'appelle l'arthrose. Donc je refais encore l'image pour bien voir. Tout à l'heure, je vous avais dit, ces petits morceaux bleus, là, ces morceaux de cartilage qui vont se comporter, si vous vous souvenez tous, parce que je vois que vous avez un certain âge en moyenne, la pub Sif-ammoniacal. Avec Sif-ammoniacal, on voyait quelqu'un qui arrivait avec un patin à roulettes sur la glace et il disait « ça raye l'émail ». Là, c'est pareil, quand vous avez quelque chose qui va rayer l'émail, ça va rayer la surface du cartilage qui ne sera plus complètement lisse et ça va augmenter les frottements, la température, sécrétion de liquide. Et si on veut faire encore un parallèle que j'ai fait tout à l'heure avec la rotule des voitures, c'est quand vous avez du liquide qui vient dans l'articulation, il a tendance à rester. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retire le liquide et on en remet du liquide de meilleure qualité comme l'acide hyaluronique, par exemple. Mais c'est pour vous dire que quand il y a du liquide dans l'articulation, c'est pas facile qu'il parte tout seul. Donc quelquefois, il faut l'aider. Alors généralité sur la clinique, en gros, vous le savez tous, l'arthrose, c'est surtout des douleurs. Alors il y a une différence entre les douleurs de l'arthrose et celles de l'arthrite. Arthrose, c'est mécanique, ça veut dire que ça fait mal quand on s'en sert.
pile vont d'air. Alors que l'arthrite, ça fait mal quand on ne s'en sert pas. Mais il se trouve que dans l'arthrose, il y a un peu d'inflammation qui fait que de temps en temps, on est réveillé la nuit. Mais normalement, la douleur de l'arthrose, c'est une douleur qui fait plus mal le jour que la nuit. D'accord ? Donc, alors il va y avoir au départ des déformations, il va y avoir des gonflements. Ça se voit surtout pour les articulations qui sont superficielles, comme un genou, comme un poignet, comme des doigts. Mais les articulations profondes, comme par exemple la hanche, ben là, il va pas y avoir, on va avoir que la douleur, mais on n'aura pas de gonflement, on n'aura pas d'éléments cliniques, sauf évidemment les mouvements qui seront limités. Donc ça varie en fonction de la localisation. Alors, je prends un exemple de la coxarthrose. C'est un peu moins fréquent que la gonarthrose. Il y a une coxarthrose pour 4 gonarthroses. Elles sont primitives dans 50%, ça veut dire qu'il n'y a pas de cause dans la moitié des cas. Et puis dans l'autre partie, les 50 autres pourcents, c'est soit secondaire à un traumatisme, à un accident, à une pathologie quand on était jeune, ou alors sur une malformation. Et la malformation peut être soit luxante, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, soit protrusive. C'est soit la hanche elle a tendance à vouloir sortir de son cotyle, la tête fémorale va sortir du cotyle, c'est comme ça. Donc il y a le cotyle, la tête, c'est comme ça, et si on est l'extérieur là, luxant, ça veut dire que ça veut sortir. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de pression. Si on augmente la pression, c'est-à-dire si le poids augmente par unité de surface, c'est ça qu'on appelle la pression, elle augmente, et donc ça va abîmer le cartilage à un endroit précis. Donc ça, ce sont des formes dites secondaires sur malformation. Alors c'est juste une tête de fémur qui a été un peu atteinte. Là, c'est pour montrer une hanche tout à fait normale, c'est-à-dire que là, vous voyez que vous avez le cotyle qui est la partie à l'extérieur, la tête qui est là, avec le col, là. Et là, vous voyez que... On voit un peu, parce que moi, de là où je suis, je ne vois pas très bien. Ah là là. Enfin, en tous les cas, sachez que là, c'est vraiment très pincé. Il y a des becs de perroquet, là aussi. Et là, c'est un pougnac, on ne voit même plus la différence. Sur la vraie radio, tout à l'heure, sur mon écran, je voyais bien. Alors que là, entre les deux, il y a un espace. Là, partout, il y a un espace. Et là, cet espace, il disparaît. Et comme il disparaît, le cartilage, il a donc diminué. Et l'os se retrouve en contact avec lui-même. Et de l'os en contact avec lui-même, ça fabrique de l'os. Donc, c'est de l'arthrose. Donc, je suis désolé, je pensais que ça serait mieux que ça. Là, c'est juste pour vous montrer qu'il existe des angles qu'on va mesurer. Alors, il y a la tête, on va mesurer la tête et on va mesurer l'axe entre le col et la diaphyse fémorale. Et on va avoir des angles. Et ces angles vont nous dire s'il y a ou non une dysplasie, c'est-à-dire la maladie luxante dont je parlais tout à l'heure, sans que ça soit une luxation congénitale de la hanche comme ça se voyait au niveau de Pont-l'Abbé. Il y a des isolats comme ça un peu partout dans le monde, mais il peut y avoir des prédispositions parce que la pression sera augmentée sur certains endroits et ça va être le lit de l'arthrose. Alors que normalement, c'est assez solide. Par exemple, une cheville qui reçoit le plus de poids de tout le corps, une cheville, il n'y a jamais quasiment d'arthrose, sauf s'il y a des traumatismes, mais c'est la plus rare de toutes les arthroses, alors que c'est la cheville qui reçoit le plus fort poids de tout l'organisme. Donc vous voyez, ça n'a pas forcément de rapport, c'est une espèce de rapport entre la surface, enfin les deux surfaces, et si elle est bien congruente, à ce moment-là, il n'y a pas de risque, ou moins. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé des angles. Donc vous voyez que l'angle, là, il est quasiment à 90 degrés entre la diaphyse et le col, alors que là, on appelle ça le coxa erecta, c'est en coxa valga, parce qu'il est en érection quasiment, la tête et le col, et ça va faire que la tête va avoir tendance à sortir, alors que là, elle va avoir tendance à rentrer. Donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, protrusive quand ça rentre, et quand c'est luxant, ça va avoir tendance à partir sur le côté. La gonarthrose, donc c'est celle qui est la plus fréquente des arthroses. Donc vous voyez, il y a 4 millions de personnes en France qui en sont atteintes, et il y a 10% des femmes entre 55 et 64 ans. Et puis chez les hommes, il y en a beaucoup moins, vous voyez. Et il y a presque 30 à 40% après 70 ans. Et en fait, chez les femmes, il y a près de 50% de celles qui sont atteintes qui ont de l'obésité. Donc le poids a certainement
une action sur le risque de survenue d'une gonarthrose. Mais malgré cette fréquence, en fait, on ne connaît pas bien l'évolution. Il y a des gens, parfois, qui n'ont quasiment plus de cartilage et qui ne souffrent pas. Et puis d'autres qui ont très mal alors que le cartilage est encore à peu près normal. Donc il n'y a pas de parallélisme entre les images et la clinique, mais ça veut dire que des gens qui vont avoir... Moi je dis toujours que dans le cartilage, dans l'articulation, il y a 50% qui est dû au cartilage et 50% aux muscles autour. Et si on a des muscles autour qui sont de bonne qualité, on peut très bien ne pas avoir trop mal. Et on peut très bien ne pas avoir besoin de mettre en place une prothèse. Donc évidemment, on sait quand même, malgré tout, que l'arthrose augmente avec l'âge, même si ce n'est pas suffisant pour expliquer l'augmentation de l'arthrose avec l'âge. Il y a des choses qu'on découvre petit à petit, mais ce n'est pas que le vieillissement qui entraîne l'arthrose. Alors l'arthrose, là, le genou, il fait de flexion-extension, donc c'est les deux mouvements qu'il fait. Et il y a deux articulations dans le genou. Il y a l'articulation entre le fémur et le tibia, et entre le fémur et la rotule. Donc c'est pour ça qu'il y a deux articulations, fémoro-tibiale, donc ça va permettre essentiellement de marcher, et l'autre, elle fait un peu un glissement entre les tendons, entre les tendons du dessus et les tendons du dessous. Donc c'est pour faire la lubrification et pour permettre une bonne flexion-extension. Donc il y a deux types d'arthrose du genou. Alors il y a la fémoro-patellaire entre le fémur et la rotule, et l'autre entre le fémur et le tibia. Et après, en fonction de comment on est, regardez, là vous êtes, le premier, on est normal, les deux genoux se touchent quand les deux chevilles, les deux malléoles internes se touchent, c'est le cas là, les deux genoux se touchent là. Là vous voyez que les genoux ne se touchent plus et les chevilles se touchent, et là vous voyez que les genoux se touchent et les chevilles non. Donc en gros, ça c'est le génu valgum, c'est plutôt les femmes, c'est naturel chez les femmes, et les mecs c'est plutôt génu varum. En moyenne c'est parce qu'il y a un angle différent chez l'homme et chez la femme. C'est probablement en rapport avec la grossesse, etc. Enfin, il fallait avoir un bassin un peu différent, donc ça a fait que c'est plutôt comme ça, alors que chez l'homme, c'est plutôt génu varum. Et il n'y a eu qu'un seul footballeur professionnel, par exemple, qui avait un génu valgum. Ça veut dire qu'on tricote un petit peu quand on court. Si on a les deux genoux qui se touchent quand on court, c'est pas forcément marrant. Voilà, donc ça c'est pour montrer encore, comme tout à l'heure, le genou quand il est normal et quand il... Non, ça quand il est normal, parce qu'on ne voit pas vraiment bien, mais il y a plein de morceaux qui sont partis là. Et là, le cartilage, il a tendance à diminuer en hauteur. Ce que vous voyez là au milieu, ce sont les fameux ligaments croisés qui permettent d'éviter que ça aille dans tous les sens. Et vous, comme vous le savez aussi, dans un genou, celui de là-haut, il a mis ce qu'on appelle des ménisques, c'est un peu des cales pour éviter justement qu'on puisse faire des mouvements comme ça ou comme ça. Donc c'est des cales qui ont été mises pour stabiliser le genou. Et en fait, quand ces cales ne vont pas bien, ça va forcément entraîner de l'arthrose. Quand on répare les ménisques, souvent, au bout de 20 ans, il y a une arthrose qui se développe. C'est quasiment systématique. C'est un des facteurs de risque les plus importants. Là, vous voyez une arthrose du genou. C'est le même patient qui même possiblement pourrait être dans la salle. Donc c'est un cliché qui est fait debout normalement, celui-là, et on ne voit pas grand-chose. On voit un peu, bien sûr, que c'est plus pincé là que là. Mais quand on fait un cliché en chousse, regardez, on voit qu'il n'y a quasiment plus de cartilage, alors que là, on a l'impression qu'il existe encore. C'est parce que quand vous faites un chousse, vous allez entraîner une certaine rotation qui fait que le genou va plus s'appuyer parce qu'il avait un génu varum, donc comme ça. Et donc, en dedans, ça va appuyer plus fort. Et quand on va se mettre en chousse, c'est-à-dire à peu près cette position-là, on va avoir une sensibilisation. Donc, c'est pour vous apprendre. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose pour vous, mais c'est pour vous expliquer. Là, c'est pour une arthrose entre la rotule et le fémur, donc arthrose fémoro-patellaire. Là, vous voyez, c'est pincé. Là, c'est beaucoup moins pincé. Et on voit que cette rotule, elle a envie d'aller vers l'extérieur, quoi. Et c'est souvent chez les femmes. Parce quand on est comme ça, je parle à la science, si vous voyez un axe là et là, l'axe, la force va vers l'extérieur. Donc la tendance naturelle de la rotule, ça sera d'aller vers l'extérieur. Et si ça va vers l'extérieur, ça va essayer de passer par-dessus la trochlée fémorale qui est là.
Normalement, et puis vous avez vu les petits... Est-ce que vous voyez, là, il y a un bec de perroquet, là, c'est un ostéophyte qui est là. L'arthrose cervicale, alors c'est très fréquent, l'arthrose cervicale chez les personnes de notre âge, puisqu'on estime à plus de 80% les images radiologiques de cervicarthrose. Ça ne veut pas dire que tout le monde a mal. Moi, quand je bouge le cou comme ça craque partout derrière, mais ça ne me fait pas mal. Quelquefois, ça peut faire mal. Donc, ce n'est pas toujours symptomatique, c'est ce que je viens de dire. Et ça peut aussi entraîner des douleurs dans le membre supérieur. C'est comme une sciatique du membre supérieur. Ça s'appelle une névralgie cervico-brachiale. Névralgie, ça veut dire que c'est un nerf qui est touché. Cervico, ça vient du cou. Et brachial, ça va dans le bras. Il peut même y avoir, dans certaines formes d'arthrose évoluée du cou, une compression de la moelle. Et ça s'appelle une myélo-cervicarthrose. Et là, il peut y avoir des retentissements sur la marche. Donc ça, c'est assez grave parce qu'il va falloir décomprimer. Comme la moelle est comprimée, on va essayer un chirurgien va prendre son petit bistouri et puis il va essayer de recalibrer tout ça, d'élargir. Donc ça, c'est des radios normales de 3/4. Et quand il y a vraiment de l'arthrose, vous allez voir la prochaine, vous n'allez rien voir du tout parce que déjà, quand je la voyais sur mon écran, je ne la voyais pas très bien. Mais c'est pour montrer, là c'est normal. Donc là, tous ces petits trous, ce sont les trous par lesquels passent les nerfs. Et quand les vertèbres se rapprochent parce que le disque est malade, les trous, ils vont se rétrécir et on appelle ça une réduction des trous de conjugaison en trous de serrure. Donc c'est un peu comme des trous de serrure. Donc on imagine bien que la racine peut de temps en temps être coincée, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand c'est coincé, quand vous avez une névralgie cervico-brachiale, qu'on dit, ben oui, je comprends, puisqu'il y a les trous de conjugaison qui sont très rétrécis, on pourrait imaginer que dans ces cas-là, ça sera toute sa vie qu'on va avoir ça. Et non, on va avoir ça pendant 2-3 mois et après ça ne récidive plus. Et pourtant, les images radiologiques resteront les mêmes. Donc c'est pour ça que c'est compliqué la médecine. Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, on comprend pourquoi vous avez mal, il y a les trous de conjugaison qui sont rétrécis, mais dans 6 mois vous revenez, il y aura toujours les trous de conjugaison qui seront tout petits et les gens n'auront plus mal. Donc là, vous direz, ah ben là, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas mal. Et là, ça va avoir un effet nocebo par rapport au placebo. Ça, c'est une radiographie de profil. Là, on voit que, normalement, ça vous vous en fichez aussi, mais vous pourrez regarder vos clichés à la maison si vous en avez. Là, c'est le corps vertébral. Il doit représenter à peu près 3 fois la hauteur du disque. Donc vous voyez que là, on en est loin. Là aussi, et là encore plus. Donc c'est le tiers. Le disque doit être à peu près égal au tiers de la hauteur du corps vertébral. Et de profil, normalement, on a cette courbure-là, c'est une lordose. On a une lordose lombaire, une lordose cervicale et une syphose dorsale. Donc c'est des courbures. Celle-là, c'est celle qui est la lordose. Et donc on voit que tous les bords antérieurs, les bords postérieurs des corps, là on voit les articulaires postérieurs, après il y a les épineux, c'est une succession de courbes qui doit être harmonieuse. Là elle l'est, mais il y a quand même une arthrose. Là, c'est le fameux truc où je disais le pougnac. Je ne pense pas qu'on voit. Ah, si, on voit quand même pas mal. Là, vous voyez, c'est un trou de conjugaison qui commence à être un petit peu réduit en trou de serrure. Là aussi, encore plus. Là, on le voit quasiment plus. Mais vous voyez, c'est pas facile à interpréter des clichés radiographiques. Alors, l'arthrose lombaire, là, vous voyez un... Oui, c'est là. Là, vous voyez le disque normal, qui est à peu près à cette hauteur-là. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais un tiers, mais c'était au niveau cervical. Au niveau lombaire, c'est moins pareil. Ça, c'est au niveau lombaire, cette radio, ces vertèbres. Donc, vous voyez, le disque, il est de cette hauteur-là. Quand il est plus que de cette hauteur-là, ça veut dire que l'os est un petit peu en contact avec lui-même. Donc, il va fabriquer de l'os. Ça va fabriquer des ostéophytes, des becs de perroquet. Et puis, on imagine bien qu'en arrière, s'il y a les massifs articulaires, c'est les articulations qui sont derrière, si elles étaient comme ça avant, à l'arrière, elles devaient être bien à l'aise. Et là, maintenant que c'est épais comme ça, on sent bien que ça va faire une pression importante sur les articulaires postérieurs. Donc, on peut imaginer aussi, regardez l'image suivante, quand vous allez faire certains mouvements, quand vous vous penchez en avant, vous voyez que ça écarte le disque en arrière, et quand vous vous penchez en arrière, ça va écarter le disque en avant et ça va le rétrécir en arrière. Et là, vous voyez bien qu'il va y avoir
quand vous avez la lordose dont je parlais tout à l'heure qui va être exagérée, on dit qu'on est cambré, et bien vous imaginez bien qu'à l'arrière, tout ce qui est à l'arrière va souffrir parce qu'il va être comprimé, surtout chez les femmes. Là encore, à cause de votre statut, on est, par exemple, quand on est enceinte, on se met comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une grande laxité. Les ligaments sont très laxes et on se met dans une position un peu cambrée, qui est une attitude normale et naturelle chez la femme, mais c'est aussi un des éléments qui fait qu'on a plus mal. Et quand on regarde l'évolution de l'être humain, au départ on était dans l'eau, on nageait, après on est sorti de l'eau sur les quatre pattes, on était curieux, on s'est mis sur les pattes arrière, et puis il y a une cinquantaine d'années on s'est assis, et depuis qu'on s'est assis, on est à nouveau dans une nouvelle évolution génétique qui fait qu'on est dans une mauvaise période, parce qu'on est dans l'histoire de l'humanité ceux qui souffront le plus du dos, par rapport au siècle précédent où les gens étaient toujours dehors, ils avaient une musculature importante, donc ils n'avaient pas trop mal au dos. Et nous, on souffre à cause de notre position assise, qui n'est pas très adaptée à l'être humain. Donc ça, c'est une radio de rachis lombaire. Vous voyez, là, c'est pincé par rapport à celui-là. Donc c'est bien pincé. Et on voit même du noir. C'est quand il y a du noir, ça veut dire qu'il y a une dégénérescence gazeuse du disque. On appelle ça c'est un vide articulaire, un espèce de vide discal. Voilà, donc là, on voit les de face, là c'est de profil, là c'est de face, et on voit les vertèbres qui sont... Donc l'arthrose des doigts, c'est très fréquent aussi. C'est même une des plus fréquentes, et en tout cas, c'est celle qui arrive souvent en premier. Donc il y a plusieurs doigts qui peuvent être atteints, enfin tous les doigts peuvent être atteints, mais c'est quand même le premier doigt où c'est le plus douloureux. Ça s'appelle l'arthrose trapézométacarpienne. C'est la rhizarthrose. Et elle touche, je suis désolé, encore surtout les femmes. Et il y a un sexe ratio de 8:1, ça veut dire qu'il y a 8 femmes atteintes pour un homme. Et il y a presque 25% des femmes qui sont atteintes d'arthrose des doigts après la ménopause. Et le traitement médical est suffisant dans quasiment 80% des cas. Quand on a de l'arthrose des doigts, souvent, quand on va montrer les mains, quand on les met comme ça, souvent, les gens, moi si je montre les mains, vous voyez, on voit tous mes doigts. Quand vous avez de l'arthrose des doigts, souvent le pouce il va rentrer. Et vous mettez les mains comme ça et il manque un doigt. Donc c'est souvent, ce qu'on voit là, c'est pareil, vous voyez, c'est un pouce qu'on appelle en Z, là. Et là c'est vraiment très... Là on est déjà presque trop tard si la dame souffre pour faire une prothèse. Parce que souvent, quand le pouce devient en Z, même Zorro n'arriverait pas à nous sauver. Ça, c'est une radio à peu près normale. C'est un tout petit début d'arthrose, mais là, vous voyez, c'est beaucoup plus important. Il y a un bec de perroquet. Donc, c'est une rhizarthrose plus importante. Ça, c'est arthrose des doigts. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'arthrose de l'interphalangienne proximale, c'est celle qui est plus proche de votre corps, et la distale, c'est celle qui est plus loin. Donc celle-là, c'est proximale, et ça s'appelle des nodosités de Bouchard. C'est comme ça. C'est un mec qui a voulu laisser son nom dans la médecine, et le suivant, il s'appelait Eberden, et il a laissé son nom. Et là, c'est une nodosité d'Eberden qui est là. Et on les voit sur la radio. Vous voyez comment c'est sur les radios quand on voit les... Avec là, c'est la partie, c'est ce qu'on appelait phalangette. Quand on était petit, il y a phalange, phalangine, phalangette. Première, deuxième, et la troisième, c'est celle-là. C'est là où il y a l'ongle. C'est celle qui est... Donc au bout des doigts, vous avez certains d'entre vous ont forcément, pas parce que j'ai moi, mais forcément, statistiquement, plus d'un quart des gens ici ont de l'arthrose au niveau des doigts, surtout les femmes. Alors le traitement de l'arthrose, il y a des recommandations qui sont faites par le LAR, c'est European League Against Rheumatism, ça veut dire que c'est la Ligue européenne de l'arthrose et des maladies rhumatismales. Et donc ils ont dit qu'il y avait deux types de traitements. Il y a les traitements pharmacologiques, c'est tout ce qui va être médicaments, infiltration, et puis les traitements non pharmacologiques. Donc là il y a toute une liste, on y reviendra tout à l'heure. Alors les médicaments, il y a les médicaments. Quand on a des douleurs, en règle générale, il y a 3 types de douleurs. C'est compliqué. On va dire que quand on prend un coup de marteau, ce type de douleur s'appelle nociceptif. C'est un excès de nociception. Quand vous en avez ras-le-bol,
il y a une douleur qui s'appelle psychogène. Et le deuxième type de douleur, c'est les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire que c'est le nerf qui est malade. Le nerf est malade dans sa chair et ça donne des brûlures, des lancements, des picotements, des choses comme ça. Mais en règle générale, dans l'arthrose, c'est plus des douleurs nociceptives. Et là, les médicaments, c'est, selon l'OMS, il y a les paliers 1, 2 et 3. Donc 1, paracétamol, aspirine, anti-inflammatoire non stéroïdien et stéroïdien, c'est-à-dire corticoïdes. Les paliers 2, c'est des opioïdes faibles. C'est par exemple le tramadol, c'est la codéine, c'est des opioïdes faibles. Ils sont souvent associés ou non à du paracétamol. Xprime, Zaldiar, c'est association paracétamol-tramadol. Alors que, par exemple, les phénalgan codéinés ou dafalgan codéinés, c'est codéine plus paracétamol. Et puis les paliers 3, c'est les opioïdes forts, donc il y a les morphiniques. Il y a deux types de morphiniques. En gros, il y a la morphine, l'oxycodone, et puis le troisième, il y en a 3, c'est le fentanyl. Ensuite, comme médicament, on a les anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente. Ils ont un nom un peu pompeux, parce que ce n'est pas du tout des anti-arthrosiques, mais ils ont quand même un intérêt, parce qu'ils arrivent, quand on les utilise, à faire diminuer la prise de médicaments. Des autres médicaments, particulièrement les anti-inflammatoires par exemple, ou le paracétamol, qui sont assez dangereux. Donc là, je pense que je vais mettre directement... Il n'y a pas... C'est bizarre. Bon, bref, c'est les ASAL. Anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente. J'ai mis un truc danger, vous allez comprendre pourquoi. Ils ne guérissent pas, mais ils diminuent les anti-inflammatoires. Il y a un effet qui a été démontré dans les études médicales, sachant que dans l'arthrose, plus que toute autre pathologie, l'effet placebo est très important. Il est de l'ordre de 60%. Ça veut dire que quand vous allez avoir une étude médicale, quand vous allez être dans le groupe témoin, qu'on appelle placebo, ou le groupe traité, dans les groupes témoins, ils seront déjà assez contents. Ils auront une amélioration de près de 60%, alors qu'ils n'ont pas le médicament. Donc, est-ce que c'est le fait de savoir qu'on s'occupe d'eux, etc. On ne veut pas le savoir. L'effet placebo est très important dans les études médicales sur l'arthrose. Et quand on a un médicament qui est supposé être efficace, il faut qu'il soit supérieur à l'effet placebo. Donc déjà, quand on arrive à 60%, quand il arrive à 65%, c'est qu'il est déjà efficace, même s'il a aussi son effet placebo de 60%. Mais donc, vous voyez que ce n'est pas forcément évident de faire des études, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Et ils ont été déremboursés. Et pourquoi je mets danger ? Parce que quand vous utilisez ces produits-là, je ne sais pas si j'ai fait... Ouais. Parce qu'en fait, il y a deux types de produits. Soit ceux que vous avez dans l'industrie pharmaceutique, et loin de moi l'idée de vouloir à tout prix défendre l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas du tout mon propos, mais il y en a d'autres qui sont faites par d'autres entreprises qui ne sont pas du tout d'origine pharmaceutique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez un médicament dans l'industrie pharmaceutique, il a un cahier des charges extrêmement pointilleux, alors que quand vous allez acheter des alicaments, des compléments alimentaires, ils font ce qu'ils veulent. Et j'avais écrit un bouquin sur l'arthrose, et j'avais fait un chapitre entier, rien que sur la chondroïtine sulfate. La chondroïtine, c'est un des constituants de l'arthrose, de l'articulation. Quand on le donne, ça donne un effet bénéfique. Et on se rend compte que cette chondroïtine, quand elle est d'origine pharmaceutique, elle vient du bœuf. Quand elle est d'origine alicament, elle vient de tout ce qu'on veut. Un exemple, on va pêcher des crevettes en Atlantique Nord-Ouest, chez nous. C'est chiant de les décortiquer. Alors, ils les amènent en avion directement en Chine. En Chine, ils ont des produits qu'on n'a pas le droit chez nous, qu'ils ont le droit là-bas. On les trempe dans un bain et on les retire. Et ils sont tout nus. Et leur carapace, elle est dissoute dans le produit. Ils récupèrent le produit, ils vont en faire de la poudre et après, ils vont récupérer la partie chondroïtine. Quand il y en a assez, genre 1 tonne ou 2 tonnes, ils les vendent à des industriels peu scrupuleux qui vont les mettre dans des petites gélules en disant les chondroïtines sulfates ont prouvé leur efficacité dans l'arthrose. Vous êtes d'accord ? Vous avez déjà vu ça sur Internet ? Sauf qu'il n'y a que 2 produits qui ont montré leur efficacité dans l'arthrose. Il y a le chondrosulf et le structum. Les autres n'ont pas fait d'études. Et quand vous allez acheter des chondroïtines, on ne va pas vous dire d'où elles viennent. Elles peuvent venir d'origine des requins, enfin des poissons, des veaux, des porcs,
vraiment de plein de sources différentes, et on va vous appeler ça chondroïtine. Et quand on fait des études in vitro, c'est-à-dire on va simuler de l'arthrose, on va mettre l'interleukine 1, qui est une interleukine fréquente et sécrétée au cours de l'arthrose, eh bien, certaines des chondroïtines vont avoir l'effet exactement inverse que les chondroïtines qui sont utilisées dans l'arthrose au niveau de l'industrie pharmaceutique. Donc vous comprenez que c'est compliqué. Quand je vous dis chondroïtine sulfate, il y a le mot sulfate, c'est-à-dire que c'est un ion de soufre qui va être mis sur le noyau, mais il peut être en position 1, 2, 3, 4, 5, 6, et aussi bien s'il est en position 6, il n'a pas du tout le même effet que s'il est en position 1 ou 2. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, quand on achète sur Internet, on n'est pas du tout sûr de l'origine, et des études ont été faites, et je les ai rapportées donc, dans ce bouquin. Ce n'est pas un bouquin pour vous, mais c'est un bouquin qui est important pour les médecins et les pharmaciens, pour pas que tout le monde... et j'ai fait que sur la chondroïtine, parce que ça m'a pris des mois, rien que faire ce travail sur les chondroïtines, mais il y a les glucosamines et d'autres. Donc on sait bien que dès que c'est copié un produit, le risque c'est qu'ils vont utiliser les études des industriels et les prendre à leur compte. Alors dans les traitements, dans les traitements pharmacologiques, il y a aussi les AINS entopiques. Bon, c'est juste pour montrer, on peut avoir soit des patchs, soit des gels. Alors les gels, il ne faut jamais les faire pénétrer. Les gels, vous les déposez et ça va se pénétrer tout seul. Si vous avez par exemple un problème au niveau de l'arthrose des doigts, vous prenez un doigt de gant, vous mettez du gel, vous ne le faites pas pénétrer, parce que sinon ça va devenir tout rouge, et vous mettez le doigt de gant autour, vous mettez un pansement, et vous attendez la nuit. Comme ça va équivaloir à une mini-infiltration. Donc c'est assez efficace. Autrement, il y a des patchs qui sont pas mal aussi. Mais les topiques, c'est des petites choses en plus. Si on fait un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, on finit par avoir une nette diminution de la douleur. Ensuite, il y a la capsaïcine. Ça, c'est des piments qui sont très forts et qu'on va mettre. Et c'est tellement fort que ça brûle les petites racines nerveuses et ça finit par ne plus être douloureux. Enfin, quelques moments. Il faut peut-être faire 2-3 fois par jour, 4 fois par jour. Ensuite, il y a les infiltrations et la viscosupplémentation. Alors, les infiltrations, ça peut être des corticoïdes ou maintenant, c'est assez nouveau, c'est le plasma enrichi en plaquettes. C'est-à-dire que, en gros, quand on met des plasmas enrichis en plaquettes, les plaquettes amènent des facteurs de croissance qui sont très bons parce que comme le cartilage n'arrive pas à en avoir de lui-même parce qu'il n'est pas innervé, donc c'est bien d'en amener. Bon, les corticoïdes, c'est bien dans les phases aiguës, il faut que ça soit gonflé, on retire le liquide, on met. Et autrement, les acides hyaluroniques, c'est donc le fameux lubrifiant dont je parlais tout à l'heure. Et malheureusement, ils viennent d'être déremboursés. Certains d'entre vous l'ont su. C'est le 28 mars, il y a un décret qui est paru sur le journal officiel. Donc, le problème, c'est que quand les autorités lisent les études, ils ne les voient pas du tout pareil que nous, les médecins. Et je vais vous faire une démonstration. Jusqu'à présent, le coût annuel pour la sécurité sociale des acides hyaluroniques est de 50 millions par an. Dans ces 50 millions, il y a le prix du remboursement du produit et les infiltrations. Quand vous regardez les pays dans lesquels les acides hyaluroniques ne sont pas remboursés, eh bien, aux États-Unis, vous savez bien qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Les gens, ils ont des assurances privées. Et ces assurances privées, elles sont chères. Et ils vont prendre les moins chères qui vont couvrir ce qu'il y a de plus cher. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui va être hospitalisation, chirurgie, va être couvert par ces mutuelles, mais pas les petits traitements de base. Donc, comme les gens ne sont couverts que pour une prothèse, par exemple, eh bien, ils vont aller directement à la prothèse. Et aux États-Unis, vous vous rappelez le chiffre que je disais tout à l'heure, le chiffre, c'était un chiffre par 100 000 habitants et par an. Donc, il y a aux États-Unis 237 patients pour 100 000 habitants qui se font opérer tous les ans. En France, on est à 106. Si on n'a plus de remboursement de l'arthrose, des médicaments de l'arthrose, quel est le risque ? C'est celui d'aller directement à la chirurgie et à la prothèse. Donc, le chiffre que vous voyez en bas,
Si on passait de 106 à 206, ce qui est un chiffre tout à fait plausible, ça augmenterait donc de 100 prothèses par an pour 100 000 habitants. Ça fait 60 000 prothèses par an, 11 800 le prix d'une prothèse, 758 millions de plus, évidemment, à déduire des 50 millions qui ne paieront plus. Trouvez l'erreur. Et je peux vous dire que les chiffres, ils sont bons. J'ai écrit encore dans... je suis responsable au niveau des acides hyaluroniques. J'étais à l'HAS, j'étais pendant des années. J'ai fait toutes les expertises, on va dire, de ces produits-là. Et je comprends pas. Donc le traitement, je prends juste un exemple, la rhizarthrose. Il faut soulager la douleur, éviter les déformations, garder une bonne mobilité. Et puis surtout, comme on sait que l'arthrose des doigts prédispose à d'autres arthroses, on essaye de penser qu'en traitant l'arthrose digitale, on va peut-être diminuer le risque de survenue d'arthrose sur d'autres sites. Donc voilà, pour les différents traitements, ça va être repos avec des orthèses. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'on fait à Trestel. On va avoir des orthèses rigides, d'autres qui vont être de fonction. Fonction, c'est pour pouvoir faire son métier. De repos, on ne peut pas rejoindre les doigts, mais ça permet de bien écarter le pouce. Il va y en avoir de séries. Autrement, on peut mettre les AINS en topique, la capsaïcine, les infiltrations, la viscoinduction. Et malheureusement, si c'est insuffisant, c'est-à-dire dans 20% des cas, parce que je vous ai dit qu'il y avait à peu près 80% des cas où ça se passait bien, on passe à la chirurgie. Alors la chirurgie, là je parle de la chirurgie en général. Hein. Tiens, une diapo en noir. Donc l'arthroscopie, il y a 3 types de chirurgie, enfin 4. L'arthroscopie, c'est le débridement. On va essayer de régulariser un peu le cartilage qui est un petit peu rugueux. On va le rendre un peu plus lisse. Et ostéotomie, vous avez compris tout à l'heure, quand vous êtes comme ça, et ben le chirurgien, comme il y a trop de pression sur le compartiment externe, on va redresser et ça va permettre de diminuer la pression sur le compartiment externe et pareil pour le compartiment interne quand on a un genou varome. Et puis si ça ne suffit pas, on va faire la prothèse. Mais il y a une nouvelle technique qui est extraordinaire. Alors là, je vais vous montrer juste comment c'est une prothèse. Et la suivante, ça s'appelle la distraction articulaire. Et là, la distraction articulaire, c'est incroyable. Ils ont eu l'idée, c'est des gens qui arrivent, c'est une étude, enfin il y en a eu plusieurs maintenant, c'est en fait des gens qui arrivent pour se faire opérer le lendemain d'une prothèse de genou. On va pour les opérer, et au moment de les opérer, on leur dit, est-ce que vous seriez d'accord de rentrer dans une étude? Oui, non, oui, ok. Un cas sur 2, on le met en chirurgie le lendemain pour la prothèse, et l'autre, on le met pour ce traitement-là. Donc on met une broche là, une autre là, et on écarte de 2 mm. Les gens peuvent bouger, hein, mais les 2 articulations ne se touchent plus, donc ils n'ont plus aucune douleur. Mais en revanche, ce qui est étonnant, c'est qu'au bout de 2 mois, le cartilage repousse de 2 mm. Et au bout de 2 ans, le cartilage est toujours là. On n'avait jamais imaginé ça. Mais c'est assez nouveau, mais c'est super. Alors les traitements non pharmacologiques, j'ai encore 5 minutes, donc c'est bon. Donc l'éducation thérapeutique, c'est essayer d'expliquer au patient que s'il est un peu gros, il faut maigrir, il faut marcher avec des cannes, il faut essayer de diminuer la pression, il faut éventuellement porter des semelles, il faut porter des orthèses du genou. Après, on peut avoir des traitements. Crénothérapie, c'est tout ce qui touche l'eau, hein. Tout ce qui va être les traitements par l'eau, les balnéothérapies, les cures, etc. Les massages, donc les vitamines, les compléments alimentaires, tout ce qu'on veut. Les champs électromagnétiques pulsés, c'est surtout dans les pays nordiques qu'on fait ça, ça semble être pas mal. Les ultrasons, pareil. Les TENS, l'acupuncture, tout ça, je vais vous montrer une petite photo de chaque. Donc, et on fait tout ça au centre hospitalier de Lannion-Trestel, en particulier à Trestel. C'est pas de la pub, hein, c'est pour dire que je travaille et que tout ça va être fait. Ça, c'est super, c'est génial. C'est un nouveau type d'orthèse, simplement pour les gens qui ont un genou. Alors, c'est quoi? C'est un valgum ou un varum là? Varum. Les 2 genoux, ils ne se touchent pas. Et les gens, ils sont comme ça. Donc, ça veut dire que cette orthèse, qui est géniale, c'est qu'au moment où vous faites le pas, et au moment où vous allez étendre la jambe, les 2 surfaces articulaires qui sont en conflit, elles s'écartent. Donc elles ne se touchent plus.
et ça met en plus le pied en légère rotation externe, là. Donc au moment où vous mettez le pied à terre, ça fait ça. Ça fait ça, et ça écarte, et ça ne touche plus. C'est le traitement qui est le plus efficace après la chirurgie. Et ça s'appelle une orthèse au drap. Ça veut dire, et c'est une distraction aussi, mais une distraction qui n'est pas pour toujours. Les semelles viscoélastiques, ça absorbe 80% des vibrations quand vous faites ces mouvements-là. Donc quand vous n'avez pas beaucoup de cartilage, vous n'avez pas beaucoup d'élastique pour amortir, et ben la semelle viscoélastique, elle amortit pour vous. Donc ça, c'est super intéressant. Après, je n'ai pas dessiné une canne, mais il y a les cannes anglaises, etc. Ça, c'est quelqu'un qui a un hallux valgus. Et donc, dans cet hallux valgus, on va pouvoir mettre des petites orthoplasties qui sont en silicone et qui permettent d'éviter le chevauchement des orteils. Et ça permet de redresser un petit peu et ça permet de diminuer la douleur. Le TENS, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Enfin, je ne l'ai pas expliqué, mais je vous avais cité. C'est les stimulations électriques. Quand on a mal, quand on a des douleurs de type neuropathique, c'est-à-dire brûlure, lancement, picotement, etc., vous allez avoir un appareil comme ça qui va envoyer des stimulations qui sont des fausses stimulations et qui va leurrer le cerveau et qui va faire qu'au lieu que ce soit des douleurs qui arrivent, ce sont des messages non douloureux. C'est la TENS thérapie. Ça, c'est Trestel. Acupuncture, on en fait aussi à Trestel. Bon, là, c'est pour vous montrer quelques images de ce qu'on peut faire pour essayer d'aller mieux. Il y a au fond, ceux qui ont déjà été à Trestel, ils reconnaissent le mur d'escalade, puis tous les bars, la piscine. D'accord? Ça, c'est pour essayer de faire de la kiné. Ça, c'est juste, j'ai fait une série de photos, enfin, j'ai repris une série de photos pour montrer que ça, ce sont les ergothérapeutes qui apprennent. Les ergots travaillent, et ça permet de remettre les gens en situation de travail ou essayer de leur expliquer dans leur vie quotidienne comment mettre leur dos pour balayer, pour faire du ménage, pour faire plein de choses. Donc j'ai fait une série de quelques photos, comment porter, comment... Voilà, là c'est pour essayer de faire un levier avec la jambe à l'arrière pour aller ramasser les petites quilles qu'il y a devant. Pour comment porter une charge un peu lourde, il faut bien écarter les jambes et bien plier les genoux et garder le dos. Au moins, quand je dis droit, il ne faut pas qu'il plie comme ça, il faut qu'il reste à peu près en bloc. Voilà, pour le poser. Bon, vous voyez, hein, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Ça, c'est des ergothérapies pour les problèmes de main. Alors, les autres traitements, il y a tous les compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires, il y en a un en particulier, c'est le curcuma, qui est excellent pour l'arthrose. C'est un médicament, c'est peut-être beaucoup plus efficace que les autres. Et par contre, il faut le prendre avec du poivre, parce que vous prenez du curcuma sans poivre, c'est pas absorbé. Mais il y a plein de choses, il y a plein de plantes, de phytothérapie qui sont en train de venir, puisqu'on a de moins en moins de médicaments remboursés, et peut-être tant mieux pour certaines choses, puisque ça permet à d'autres personnes de faire des études. Moi, j'avais fait un numéro spécial sur les traitements en Afrique, et ils essayaient de se soigner à l'européenne, alors que chez eux, ils ont des produits bien meilleurs, avec des plantes qui ont des vertus extraordinaires et qu'on n'utilise pas beaucoup et qu'on ne cherche pas à développer, parce qu'on trouve que, quand on est riche en Afrique, on trouve que c'est mieux de se soigner à l'européenne ou à l'occidentale. Donc c'est un peu dommage, et j'avais écrit un numéro spécial à destination des gens là-bas pour leur expliquer que c'était dommage, parce que nous, ce qu'on faisait, ce n'était pas forcément extraordinaire. Alors maintenant, à venir, c'est juste la dernière diapo. Donc il y a des greffes de cartilage qui se font déjà, surtout pour les sportifs quand il y a des gros traumatismes. Et maintenant, il y a une nouvelle étude qui est en train de se faire. On va faire 2 injections qui vont dans un premier temps implanter des facteurs de croissance sous une espèce de petite membrane qui va être très très fine, nanofibreuse. Et la deuxième injection qui va implanter des cellules souches et qui va permettre de reconstruire l'os, quoi. Donc ça contient de l'hydrogel, c'est une espèce d'acide hyaluronique dans laquelle on va mettre cette substance. Et c'est une étude qui est en train d'être faite en France, et ça, il paraîtrait qu'il y aurait des résultats extraordinaires. C'est à Strasbourg qu'ils font ça, à l'INSERM. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.